crois, genre 2 semaines après, on a reçu une lettre des dénonciations de la commune parce que ça sentait trop la weed. Enfin, c'était infernal en fait. Et en fait, on se rend pas compte. Mais après, moi, je l'ai vraiment fait. C'était vraiment l'armée. Je pense que j'appelais mes parents genre toutes les semaines en mode genre, mais en fait, sortez-moi de là. C'est des tarés. C'était l'enfer. Enfin, ils me demandaient si j'allais à l'école. C'est un kangourou. Aujourd'hui, dans la savane, on reçoit Kelly Sabados, avec qui on va parler de comment créer non pas une, mais 2 boîtes dans le domaine du cannabis. On va aussi parler des différences entre l'Australie, la Suisse, et puis ensuite comment monter un business, un média même, pour les parents ici en Suisse. On a aussi parlé avec elle de ce qu'on pouvait apprendre en travaillant dans des boîtes comme Disney ou MTV, donc épisode un peu spécial, ne le ratez pas. Kelly, bienvenue. Merci d'être là, un plaisir de t'avoir. Merci de m'avoir invité. On t'a un peu, avant que tu viennes, on a un peu stocké et sur ton LinkedIn, il y a cette, tu parles d'Hollywood, de la société Hollywood comme étant une de tes plus belles et fortes expériences. C'est une boîte qui a fait pas mal polémique, c'était déjà le début du CBD, etc. Donc il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé là-dessus. Pourquoi tu dis que c'était la plus belle expérience et qu'est-ce qui s'est passé un peu dans cette aventure? Bon, déjà parce que c'était une industrie qui était encore très tabou, mais en plein boom. Mes expériences d'avant, je revenais fraîchement d'Australie aussi, donc j'avais été employée dans le, comment on va dire en français, dans le divertissement, entertainment. Ensuite, je suis rentrée et justement, les fondateurs d'Hollywood m'ont dit, mais tu veux pas t'occuper de la com, Hollywood et tout? Je leur dis, bah, grave, ça a l'air hyper excitant, surtout qu'aucune agence voulait, les agences de com qu'ils avaient déjà démarchées ne voulaient prendre le mandat parce qu'évidemment, elles ont toutes des clients luxe, pharma. Tu vois mal mettre une nouvelle marque de weed dedans. C'était quelle date le lancement à peu près? 2017. Ok, et c'était une des premières boîtes CBD. Non, 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 non. On n'était pas la première. On n'était pas la dernière, mais ça faisait déjà un an que c'était légal et qu'il y avait déjà pas mal de marques. Après, elles partaient toutes dans le même angle. C'était soit très rap, soit très reggae, enfin dans l'esprit, dans la com et tout. Et nous, on s'est dit, bah, en fait, on va prendre un autre tournant. Chose qu'on a faite, on était un peu plus premium, sans être luxe, parce qu'on était les mêmes prix. Au niveau du gramme du CBD, on était au même prix. Mais on avait une com qui était un peu plus rentre-dedans, et on avait aussi Bernard Rappa comme figure. Donc ça aussi, ça a créé un peu polémique. À quel point il a été influent, lui, dans le développement de la marque? Parce que polémique, oui, mais finalement, je pense que les gens l'aiment bien. C'est un peu un agriculteur typique suisse. Il revient un peu là, il y a eu 2-3 trucs, non? Ouais. Il est revenu un petit peu Ça, sur j'ai le pas truc. vu, revient, mais, là. T'as pas vu? mais c'est quand même un personnage assez intéressant, un peu marrant, quelque part. À quel point il a contribué aussi, tu penses, à Hollywood à l'époque? Bernard, il est incroyable, il a énormément contribué sur 2 points. Déjà, le point que, comme tu viens de le dire, c'est un agriculteur, un Ouais, vrai. ouais. C'est un vrai Suisse. Nous, on voulait absolument avoir ce label suisse. Et c'est un des fondateurs de Bio Suisse. Donc nous, on était une des premières marques suisses producteurs de CBD à être certifiées bio. Donc c'était énorme sur le marché à l'époque. Euh, et lui, en fait, il s'occupait en fait, de toute la production. On était outdoor, il s'occupait de tous les champs. Donc c'était vraiment, enfin c'est pas qu'on l'a mis... il n'était pas au bureau, Bernier. C'était votre chief c'était le CBD chief officer, growing, quoi. ouais, c'est ça. Ok. Chief Growing Officer. Mais c'est un sacré boulot d'ailleurs, parce que logistiquement, il faut faire pousser tout ça, il faut les récolter. J'imagine que ça doit être quand même des champs assez massifs. Ouais, on a eu quelques situations assez improbables. Mais non, c'était génial. Après, on avait loué un hangar. Après, moi, je m'occupais pas de ça. On avait un des fondateurs qui s'occupait vraiment du côté opération et de location d'hangar pour faire sécher les branches à l'envers. Et puis, je crois, genre 2 semaines après, on a reçu une lettre des dénonciations de la commune parce que ça sentait trop la weed. Enfin, c'était infernal, en fait. Et en fait, on se rend pas compte, mais l'odeur de ces champs, même dans des hangars fermés, en fait, ça sent, Ça ça sent parfume presque un canton entier. Le canton de Vaud n'était pas hyper content avec nous. Mais il n'y avait pas eu C'est l'histoire drôle. C'était quoi? Les champs, c'était vers le paléo, il n'y avait pas des gens qui étaient rentrés dans le champ. C'était pas vos champs, ça? Alors ça, l'histoire c'est un coup... Non, alors ça, c'était un... Oh, maintenant, je peux le dire, mais ça, c'est un vrai coup marketing qu'on a créé. On a demandé au Paléo si on pouvait avoir un stand. Ils nous ont dit non, parce qu'évidemment, les sponsors du Paléo, c'est le tabac. Et Ah oui, c'est Philippe Maurice, non? je sais plus qui c'est, mais c'était du tabac. Bref, Ouais. ils nous ont dit non.
Parce que nous, on avait fait pas mal de festivals. On avait fait la street food, on a fait les marchés de Noël. Enfin, on s'implantait un peu pas mal avec toujours une com un peu différente, puis des produits différents. Une fois, on avait vendu des cookies, d'autres fois des glaces. Et bref, Paléo voulait pas. On s'est dit, ok, on va aller taper à la porte de tous les agriculteurs autour. Bonjour, on peut faire pousser notre weed? Oui, oui, très bien. Puis évidemment, en termes de timing, c'était idéal. Donc notre weed commençait à pousser devant les portes du Paléo, mais surtout dans le parking. Donc on a fait un affichage sauvage. Et évidemment, pas mal de gens, je pense, je sais pas si c'était l'audience du Paléo ou les habitants autour de, comment ça s'appelle, Signy, enfin tout autour du Paléo de Las, qu'on dénonçait. Et là, on a eu de la presse improbable. Le Paléo soutient le cannabis Bernard Rappa. En fait, non, pas du tout. C'est Bernard Rappa qui a fait du guérilla marketing. Donc non, c'était marrant. Mais c'était un coup de pub. Ce genre de coup de pub, parce qu'on le dit souvent, il n'y a pas forcément de mauvaise publicité. Ouais. Est-ce que ça, tu as l'impression que ça a plutôt aidé la marque dans l'ensemble ou oui. Ça l'a pénalisé? Après, ce qu'on a fait, c'est quand le Paléo, c'était un gros coup marketing. Enfin, on avait fait ça. Et le Paléo, d'habitude, ces dernières années un peu moins, mais d'habitude, il pleut toujours. Au moins 1 ou 2 jours pendant le Paléo. Donc, on avait fait faire des kawaii. Je ne sais plus combien. 20 000 kawaii. Où derrière, on avait marqué No Rain, No Flowers, Holy Weed. Et puis moi, j'avais recruté, je sais pas, genre 30, 40 personnes, des étudiantes, pour les distribuer à l'entrée du Paléo, à la sortie de la gare de Las. Et on les distribuait. Et du coup, le Paléo, mais entier, il pleuvait des cordes. Et tout le monde avec les kawaii Hollywood. C'était idéal, quoi. Donc, on s'est bien marré. Très smart. Ouais, très smart. Et du coup, toi, ce que tu as aimé dans cette expérience globale, c'était la participation déjà à cette belle aventure, j'imagine. Ouais, déjà avec les fondateurs, on s'entendait hyper bien. Ouais. Déjà, c'était des mecs. J'adore bosser avec les mecs. Elles sont toutes là en train de bosser avec des femmes. Je soutiens les femmes. Je peux pas bosser avec vous, en fait. J'adore bosser avec les mecs. Et surtout, dès le premier jour, ils m'ont tout de suite donné confiance. Ils m'ont dit genre, ok, fais ce que tu veux. T'as une idée, vas-y, go, t'as ci, t'as là. Donc ça, c'est assez cool. En tant que créa et en tant que, je pourrais dire, marketeuse, mais comme, je sais pas trop comment je devrais m'appeler. Âme créative, / marketing. J'en sais rien. Ouais. T'avais carte blanche et en gros, j'ai t'as carte dit, blanche amuse-toi, fais un truc cool, quoi. Ouais, puis en fait, moi, ce que j'aime faire, et je crois là où je suis assez douée, c'est d'attirer l'attention. Pour une marque, que ça soit en termes de visuel, que ça soit en termes de copywriting, écriture, enfin tout ça, c'est ce que j'aime faire. Mm-hmm. Et je pense que c'est ce qui s'est beaucoup ressenti avec Hollywood. Et je pense que c'est une marque très cool pour laquelle le faire aussi. Pour le faire, ouais. Ouais, c'était très très cool. C'est plus sympa que pour une marque qui vend des fenêtres, quoi. Généralement. Ouais, mais après, tu vois, ils m'ont fait confiance pour l'ouverture de la boutique aux eaux vives. Ça, typiquement, on n'avait pas de budget, on n'avait pas encore vendu. Et on a fait des devis avec des architectes, et puis les doutes, ils étaient là, genre, non, pas possible. Je dis, bon, on va faire un petit mood board, Pinterest et tout. J'ai la cousine de mon mec qui sortait qui commençait à faire des dessins 3D. Je dis, bon, vas-y, aide-nous à faire tout ça. Et ensuite, j'ai appelé un ébéniste. Je lui ai dit, alors on aimerait ça, vous avez les mesures? Je lui ai dit, non, bon, on va mesurer. Enfin, on l'a fait vraiment à l'arrache. Et pareil avec la peinture. J'ai appelé genre une société de peinture qui fait de la peinture sur moto, voiture, je sais plus. Enfin, tu sais, les trucs. Ouais. Vous pouvez juste faire toute l'arcade. On fait pas ça d'habitude. Je suis là, ouais, je sais, mais j'ai vu sur Instagram. Franchement, genre en 2 jours, vous avez tout fait. Puis vous pouvez faire les meubles et tout. C'était là, ok, bon, on essaye. Et du coup, ils l'ont fait. Et la boutique était dingue. Et puis, à la base, c'est parti dans un mood board Pinterest, des screenshots sur Instagram de marques sympas, de cosmétiques que je trouvais à Cape Town, à Sydney et à LA, je crois. Et en fait, de fil en aiguille, c'était que des trucs comme ça. Ensuite, on a fait un monstre pop-up à Londres. On avait fait des pop-up à Genève, à Lausanne, à Zurich. Enfin, on avait fait quand même pas mal de petites activations. Puis c'était trop cool, quoi. Vous vendiez beaucoup en dehors de la Suisse? Non, on n'avait pas le droit. Ok, mais le pop-up à Londres, c'était... Alors, pop-up à Londres, c'était différent. On était en train de se faire racheter. Ok, vous étiez ok. Par un gros groupe qui avait déjà une marque en Angleterre. Je crois qu'on a dû envoyer le packaging, mais sans la weed.
Et c'était une weed locale, I can't remember. C'était un truc Ok, un peu... d'accord. Ouais, C'est c'était notre que la image, Suisse, mais je logiquement. crois que c'était pas notre CBD. Ok, mais c'était que la Suisse. Mais d'ailleurs, l'aspect légal est super intéressant de manière générale. La complexité de faire du marketing dans un domaine comme celui-là. Déjà, on n'a pas le droit de vendre en dehors de la Suisse, Ouais. mais aussi, tu n'as pas le droit de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi. Le côté des kawaii, je sais pas, Léo, c'est assez smart parce qu'au final, c'est du branding sans forcément Et vendre on la disait weed. rien, puis on mettait pas en avant de fumée. On n'a jamais voulu mettre en avant les fumettes. Jamais. Ok. On a toujours voulu mettre en avant le côté bien-être. On vendait beaucoup d'huile aussi. Ouais. Après, nos packaging à fumer, enfin nos joints pré-roulés, ils étaient ultra bien brandés. Il y avait une photographe qui bossait avec nous qui était hyper douée et qui... En fait, tous les packaging avaient des photos différentes à l'ouverture du paquet de joints pré-roulés. Mhm. Donc déjà là, tu étais déjà dans une expérience un peu plus premium, mais on n'était pas du tout dans du smoke weed every day, pas du tout. C'était, ça faisait partie de nos produits, mais on voulait plus mettre en avant le côté un peu bien-être. Après, sur certains événements, on utilisait des slogans un peu très clichés, mais c'est ceux qui marchaient le plus. Typiquement au marché de Noël, une année, j'avais fait un néon où j'avais marqué All I want for Christmas is weed. Mhm. Tu te dis, c'est tout con, on peut plus l'entendre, cette chanson, surtout à Noël, surtout à un marché de Noël. Et les filles de la street food, elles étaient là, c'est dingue. Tout le monde est derrière votre stand, juste en train de prendre des photos. Et en fait, c'est un truc émotionnel. All I want for Christmas is weed. C'est peut-être toi, tu fumes pas de weed, mais peut-être ton cousin ou ton frère ou je sais pas quoi. Alors tu prends une photo, tu lui envoies ou tu le tags sur les réseaux. Et en fait, on a eu cette espèce de monstre vague sur les réseaux sociaux à cette période où les gens nous taguaient, nous connaissaient pas forcément, mais en fait, ils nous taguaient parce que juste à cause de slogan, qui n'était pas notre slogan de com, quoi. C'est juste pour cet événement. Mais ça, c'était votre, entre guillemets, votre canal, le côté... Alors, il y avait le côté faire des stands, etc. Mais tout le côté, on va dire, branding, c'était vraiment presque votre canal d'acquisition principal. Parce que vous faisiez pas... Tu pouvais pas faire tu peux toujours pas, d'ailleurs, faire des campagnes... tu vois, genre Meta, non, parce qu'en Google, fait, etc. Tu tombes sous les... comment ça s'appelle? Ouais, les lois, machin, donc du coup, loi, tu peux truc, pas... drug. Et en fait, tu as certains pays où c'est complètement légal, type Hollande. Mais ensuite, aux États-Unis, c'est seulement des États. C'est pas le pays entier qui est légal. Donc en fait, ils ont décidé, Meta, on ne fait pas du tout de promotion sur ces produits-là. Sur ces produits-là. Mais c'est galère du coup, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même... Quand tu lances une boîte, c'est un des premiers outils vers lesquels tu vas te diriger, parce qu'au niveau accès, au niveau prix, etc., tu peux vite faire grandir une boîte en utilisant ces plateformes-là. Ouais. Vous n'aviez pas du tout accès à ça. Donc tu construis que ta boîte. Enfin, très peu. Alors oui, tu l'as le côté organique. Mais ensuite, Insta est shutdown. Ou avant de shutdown, il est shadowban, donc ça sert à rien parce que tu fais des trucs et t'as zéro. Mais même sur ton compte organique, c'était galère. C'était que organique. Promotion, ça marche. Ah ok, voilà, ok. Promotion. On a fait une fois la promotion, on s'est fait shutdown, mais complètement shutdown la page. Genre les comptes Hollywood, je rigole pas, on a dû en faire 7 ou 8. Et on avait tout le temps une stratégie différente. Parce qu'on avait aussi des formats vidéo avec Bernard Rappa où il donnait des astuces pour faire des recettes, pour faire des tisanes au CBD, enfin des trucs comme ça. On avait sa chaîne à lui. Et ensuite, on avait sa chaîne... Enfin, Bernard avait sa chaîne que nous, on gérait avec lui. Il n'est pas hyper pointu sur Instagram. et du coup, là, on mettait pas du tout nos produits. Là, c'était juste pour mettre en avant les événements, s'il était là, enfin, vraiment sa page. Mais non, du coup, on n'a jamais compté sur les réseaux sociaux pour de l'acquisition. Par contre, le budget... Enfin, typiquement le loyer, les charges, tout ça de la boutique aux eaux vives, parce qu'on avait vraiment genre une très grande boutique pour des très petits produits. Ça, c'était plus de l'acquisition, or brand awareness. Parce qu'on pouvait pas faire de pub dans les bus. Enfin, ton budget, il passe là-dessus, quoi. Tout ce qui est pub, tu peux pas faire. Donc, en gros... Donc, faut être super créa. Ouais, t'as la presse, par contre, tu peux. Relations presse, tu peux faire des... Enfin, il y a quand même pas mal d'articles, même si t'as pas énormément d'influence dessus. Ouais, alors après, le problème de la presse, c'est que ça reste des... Enfin, le problème, c'est pas un problème, hein, je soutiens enfin la presse. C'est que ça reste des humains qui sont derrière. Je me suis retrouvée face à un gros média genevois, très très gros et qui est un bon média, avec un journaliste au téléphone qui m'a dit je vais jamais faire la promotion de votre produit car ça a ruiné la vie de mon fils. Donc typiquement là on est sur quelqu'un qui a un fils qui prend potentiellement
qui utilise du cannabis, mais je pense pas du CBD, je pense plus du THC, qui a planté ses cours. Enfin, il m'a raconté un peu, puis j'ai essayé de lui expliquer que c'était du CBD, puis en gros, il m'a dit non, mais c'est la même chose. Bon, Là, en fait, la porte, elle est fermée, sujet. puis tu fais pas de... Dépendant de comment tu t'adresses à... Là, quand j'ai ma casquette RP aux médias, tu dois faire attention. Tu peux pas faire un peu comme d'autres produits où tu fais ton press release et puis t'envoies. Là, c'est vraiment hyper personnalisé. Tu suis un peu ce qu'ils ont... les papiers qu'ils ont déjà écrits et tu t'intéresses vraiment aux journalistes derrière et voir quel angle ils pourraient parler, sans faire que de la promotion. C'est intéressant parce que, certes, il y a des gens qui vont être contre parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences, mais il y a aussi l'inverse. Il y a aussi des gens qui ont eu d'excellentes expériences et qui ont vraiment guéri des maladies et qui ont... Moi, j'ai l'expérience même de certains membres de ma famille qui ont vraiment... qui n'auraient jamais pensé que c'était possible, quoi. Et puis, ils ont commencé à prendre des gouttes de CBD avant de dormir, des choses comme ça, et ça les a énormément aidés. Et j'ai plein des exemples comme ça. Donc, ce côté-là, par contre... Moi, j'étais la première convaincue. Moi, je suis une hyperactive. Et moi, je prenais du CBD tous les matins. Là, j'en prends pas parce que je suis enceinte, mais et qu'enceinte, on préfère pas prendre du CBD. Félicitations. Mais en tant qu'hyperactive, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus naturel et moins toxique que de la Ritaline. Et en fait, moi, ça range mon cerveau. En fait, ça enlève tout le bruit. Dès que je prends du CBD en goutte, ça enlève le bruit. Et en fait, quand j'ai découvert ça, j'étais là, mais c'est magique. Et on a bossé avec énormément de pédopsychiatres, des psychiatres, enfin tout type de corps médical. Après, il y a quand même il y a une réalité, il y a un lobby pharma derrière. Donc, ils ne peuvent pas vraiment le promouvoir. Nous, il y a certains noms qu'on n'a pas le droit de dire, enfin, je ne dirais pas par respect, mais des grands noms dans le corps médical. On dit, nous, on pourrait soigner tellement de choses avec du CBD. Ouais. Mais... Ouais, c'est encore très tabou et il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas forcément dites parce que c'est pas encore c'est pas totalement accepté, etc. Et ça fait quand même bizarre d'en parler et de le dire et les gens sont encore vachement réticents. Par contre, on a sauvé un enfant épileptique de 5 ans. Et ça, cette histoire, elle est dingue. La maman, elle venait à la boutique aux eaux vives. Et en fait, elle était chou. Elle voulait qu'on lui fasse des prix de gros parce qu'en fait, elle avait vraiment un enfant épileptique. Et en fait, le seul moyen, elle avait découvert ça sur un reportage, je crois un reportage australien, que le CBD pouvait aider ces enfants-là. Et enfin, c'est un miracle. Et du coup, elle est passée dans un cas d'étude avec un hôpital suisse, je ne sais plus exactement lequel, mais enfin, et tu voyais dans le regard de cette mère qui venait à la boutique, qui était là, en fait, vous me sauvez la vie à moi, mais surtout à mon fils, quoi. Et ça, c'est barge. Et ces discussions-là, elles en sont où un peu aujourd'hui? Est-ce que tu sais un peu au niveau du marché du CBD, de la légalisation même d'autres choses, un peu où ça en est? On va reparler de l'histoire de l'E8 dans l'ensemble, mais pour comprendre un peu où on en est maintenant, où est-ce qu'on en était, où est-ce qu'on va? Alors moi, en toute transparence, on a vendu l'E8 en 2020 et depuis, je suis un peu sortie. Enfin, j'ai relancé une marque de weed, j'ai fait du consulting, branding pour pas mal de marques qui n'étaient pas sur le marché suisse, plutôt canadien et américain, ou du consulting. Mais je suis vraiment sortie du côté CBD en Suisse. Donc franchement, aujourd'hui, je ne pourrais plus te dire. Ok. C'est intéressant, on en parle vachement moins, tu vois. Très, très vite. Ouais. En fait, les choses, elles changent très vite. Là, on avait de la chance avec Hollywood, c'est qu'on avait des gens qui nous faisaient confiance derrière. On avait fait une levée de fonds au début. Donc, on avait des reins assez solides. On avait des avocats. On avait vraiment des gens autour de nous. Quand moi, j'ai relancé ma marque de CBD, solo, en mode YOLO, c'est bon, je vais y arriver. C'est pas une industrie où tu veux y aller seul et c'est pas une industrie où tu veux aller bootstrapped. You need money. Parce que you need money pour tout ce qui est légal autour. Il y a une loi qui change. C'est ce qui m'est arrivé avec Flower Power. J'ai dû changer tout mon packaging. Mon packaging, je l'avais fait. Il était arrivé 3 mois avant ce changement-là. Et moi, j'avais eu 4 mois de retard de l'arrivée de mon packaging à cause du Covid. Donc, les lois, elles changent. Et en gros, c'est 2 mots qu'il faut changer sur le packaging. Mais tu n'as pas le droit de mettre un autocollant. Donc, tu dois refaire une production de packaging. Et sur une toute petite marque, c'est des coûts, mais qui sont énormes. Enfin, ça te fout... Tu vas direct dans le mur, quoi. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment... des gens derrière, ouais. Et il faut vraiment des gens derrière qui suivent les règles, qui suivent... c'est pas une industrie facile et ça change tout le temps.
Donc aujourd'hui, ceux qui sont dans le CBD, ils sont très bien entourés et c'est un peu les survivors, j'ai envie de dire. Il y a très peu de nouveaux acteurs dans l'industrie du CBD. Mais parce que ça a un peu stagné, à ton avis? En Suisse, oui, je pense. En France, pas du tout. En France, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Nous, on voulait commencer à débarquer en France et on était avec le syndicat du chanvre. Vraiment, on essayait vraiment genre, de s'impliquer le plus possible. Et puis c'était hyper compliqué. Et d'un coup, bam, ils ont trouvé un espèce de flou juridique. Il y a tout le monde qui est monté en force avec leur nouvelle marque, des marques hyper cool. Et maintenant, ça a l'air de marcher en France. Là, j'ai créé une marque pour une marque de CBD française. Et malheureusement, les 3 fondateurs se sont pris la tête et que la marque, elle n'a jamais vu le jour. Mais en tout cas, je pense qu'en France, il y a un monstre potentiel. La Suisse, ça me paraît encore un peu compliqué. Mais on a eu cette discussion avec le fondateur de Canna Drinks, ouais. qui est un mec génial. Et, qu'on adore d'ailleurs. Il avait cette vision, quand il m'en a parlé, j'étais là, mais c'est vrai qu'en fait, c'est assez fou. Il disait, en fait, il va y avoir la nouvelle génération ou les générations à venir qui vont gentiment arrêter de boire. C'est son bête. Hein. On voit que les gens boivent de moins en moins, etc. Mais concrètement, en tant qu'être humain, tu vas toujours chercher un truc pour te libérer un peu, pour faire la fête, etc., etc. Et il disait, lui, son pari, c'est qu'il va y avoir beaucoup de boissons qui vont arriver. Alors aujourd'hui, lui, il fait des boissons avec du CBD, mais tu vas avoir des boissons, par exemple, avec du THC, qui vont te permettre de boire ton verre en rentrant du boulot pour te relaxer, pour faire la fête, etc. Mais que ce sera plus de l'alcool, ce sera Mais bien sûr. Et qu'on va dans cette direction, un peu comme aujourd'hui, voilà, les champis, comme sur plein d'autres trucs que tu peux trouver. Mais je trouve cette vision ultra intéressante parce qu'en fait, tu dis, l'industrie, elle a même pas atteint, enfin, elle fait que de commencer d'une certaine manière. Elle a eu un gros pic, c'est un peu comme on parlait des NFT, tu vois, tu as un gros pic, ça redescend, puis après ça remonte gentiment. Et la weed, j'ai l'impression qu'il y a eu ce gros pic. Maintenant, je sais pas, en Suisse en tout cas, on stagne vachement, il se passe pas grand-chose, de l'extérieur, hein, peut-être que je me trompe, mais il se passe pas grand-chose. Et puis gentiment, ça remonte, puis ça se restabilise, et puis il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Ouais. Mais je pense qu'il a entièrement raison. Moi, je le vois, ça fait 10 ans que je bois plus d'alcool. Et que je bois plus, c'est pas comme si j'étais alcoolique avant, mais comme tu sais, j'habite en Australie et puis ça aide pas. voilà, tu sais pas boire un verre socialement là-bas. Et mais par contre, tout ce qui est microdosing, toutes les nouvelles marques d'alcool désalcoolisé, c'est de la folie. Le marché est énorme et je pense que c'est ça que le CBD a sa place, contrairement au THC. Mais le jour où ça se légalise entièrement en Suisse, là, moi, je retourne dans l'industrie. Juste pour faire du marketing. Parce que là, je peux bien m'éclater. Pareil avec les champis. Mais bon, on n'est pas encore. Non, là, j'ai quelques clients en consulting que je fais... En Suisse ? Non, aux États-Unis et au Canada. Ouais. Des chocolats, des trucs. Et c'est assez cool parce que c'est pas du tout... Ouais, c'est un peu dans le même esprit qu'Hollywood. C'est un peu genre, on veut un truc un peu premium... bio. Toucher les quarantenaires. C'est un peu bobo, mais dans le bon sens. Hein, je dis pas négatif. Moi, je trouve ça vachement intéressant. C'est une industrie que je trouve passionnante. Mais ouais, c'est génial. Mais je me demande le temps. C'est hyper dommage que qu'on n'avait pas ça. Enfin, j'aurais adoré avoir des clients comme ça ici, mais... Ça viendra, mais comme tout, c'est un pays assez conservateur. On n'est pas très ouvert à ce genre de truc. Puis tout de suite, t'associes ça à la défense et à... Mais c'est justement pas le côté défense. Bah non, justement. C'est le côté bien-être. Mais ça, les gens, ils comprennent pas trop. Non, mais il y a énormément d'éducation à faire autour de ça. Bien sûr. Et avec Hollywood, c'était un de nos gros... c'était un de nos gros paris. C'était justement de... J'ai pas envie c'était de déstigmatiser le cannabis, en général. Oui. Sur toutes ses formes et tout. Mais le plus facile pour déstigmatiser, c'est en face-to-face avec les clients. Donc, c'était à la boutique, c'était sur nos pop-up, les marchés de Noël et tout. Et les gens nous écoutent, en fait. Ils sont là, OK, j'en ai entendu parler à la radio. Puis, vu que les médias commençaient de plus en plus à en parler, ça nous aidait aussi. Mais c'était pas un combat facile à mener, quoi. Non, puis c'est un vrai sujet sur la drogue de manière générale. Ouais. Il y a le Portugal qui a dépénalisé tout, par exemple. Ça marche apparemment super bien. Mais nous, on bossait avec... Suisse, Addiction Suisse. On bossait avec eux aussi. Mais en Suisse, on est quand même... Je suis d'accord qu'on est un peu conservateur sur plein de choses et un peu à la traîne à chaque fois, mais
sur ce sujet, on a quand même pas mal de choses en avance, tu vois, Oui. quand tu regardes les centres de... Comment t'appelles ça? De shoot. Tu peux aller prendre des seringues, faire ton truc, etc. On est quand même assez avant-gardiste sur certains trucs. Étant un petit pays, on peut se le permettre, on peut essayer des choses, etc. Donc, ouais, c'est juste que ça prend du retard, j'ai l'impression, sur les nouvelles choses qui arrivent. C'est un peu les anciennes qui restent, mais les nouveaux trucs, justement, les champis, les THC et autres, ça prend du temps et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, quoi. Après, je suis pas dedans à 100%, hein, c'est juste que ça m'intéresse et que je regarde beaucoup, mais c'est long, quoi. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans tous ces trucs, il y a des tels business à créer, en vrai, que ce soit sur justement les microdosings de champi, on avait parlé aussi de tout ce qui était les microdosings de kétamine, ce genre de choses. Il y a des business de fous à faire, mais il y a tellement de freins, que ce soit la pharma, les lobbies, comme tu le mentionnais, que ce soit la législation, que ce soit la mentalité des gens. Ouais. Et c'est pour ça que je suis assez étonné que tu dises que le CBD marche assez bien en France, parce que pour moi, la France, je pense, c'est le pays en Europe où limite les gens sont le plus réfractaires au cannabis de manière générale. Parce qu'il y a eu tellement... c'est le plus gros pays de consommation de THC. Ouais, mais c'est ouais, exact. Ouais. Et c'est là où c'est hyper contradictoire. Et moi, je reviens toujours à cet argument. Je pense que plus tu prohibes quelque chose, plus les gens ont envie de le faire. La France a toujours été très contre le cannabis. On fait de la guerre au cannabis pendant des années et des années. Mais il se passe quoi au final? C'est que les gens ils disent ah ouais, vous voulez essayer de nous enlever le cannabis? Bah vous savez quoi? Bon, on va fumer encore plus. Ouais. Et je suis persuadé que dans les pays nordiques avec l'alcool, c'est la même chose. Ouais. Et alors que l'exemple du Portugal qui a tout dépénalisé, au final, il se passe quoi? Les gens ils en prennent moins et il y a moins de crimes. Comme en Hollande. Ouais, exact. Il y a un cas d'étude très concret qui démontre que, en fait, en faisant des réels business avec ça, qui sont contrôlés et qui marchent bien, bah ça fonctionnerait, quoi. Nous, on a plein de potes qui viennent d'Amsterdam ou des alentours, qui habitent là-bas. On va les voir et tout. Il n'y en a pas un qui fume de la weed. Ouais, mais il n'y en a pas un. C'est incroyable. Donc, ils sont tous super healthy, green juice, matcha, machin, truc et tout. Et puis, t'es là en train d'avoir, genre, je sais pas, genre, green pancake, machin, au brocoli. Et puis, à côté, t'as genre tous les touristes qui sont défoncés. Et là, genre, oui, ça marche en fait. Genre de justement pas interdire. Donc, je rejoins entièrement ce que tu dis. Ouais, c'est drôle. Mais le problème, c'est qu'avec des business, c'est un peu ce que tu disais sur Flower Power, c'est que en un instant, tu as un truc qui change et en fait, tout ton business, il fout le camp. Tu dépends, en fait, c'est comme quand tu dépends que d'une plateforme pour grandir et puis que la plateforme change dans son algorithme ou un truc, bah, tu l'as dans la... Voilà. Et en fait, tu lances... justement, tu l'as vécu. Tu l'as vécu avec Flower Power, c'est de dire, ah, maintenant, tu dis un nouveau truc ou avec Flower Power? Non, avec mon nouveau business. Qui est complètement légal, hein, pour le coup. Je suis pas dans un flou juridique ni quoi que ce soit. Mais ma page Instagram a été turned down. Mais voilà, tu vois, en gros, entre guillemets, tu dépends d'une plateforme. Voilà. Si la plateforme change quelque chose ou fait quelque chose, ça met en péril ton business. Ouais. Sur tout ce qui est drogue, on va dire, c'est le même problème, mais entre guillemets, c'est pire parce que c'est avec l'État. Donc si l'État change un truc, t'as même pas une manière de discuter. Je dirais au moins avec Facebook... Tu peux aller sur le chat, puis tu peux discuter avec le support de temps en temps. Ouais. Mais c'est galère. Tout dépend de ça, quoi. Alors, avec le CBD, ce qui est moi, là où j'ai trouvé très compliqué avec Flower Power, il y avait deux choses. Il y avait le côté légal, enfin, les législations, où le packaging, il faut que... Parce qu'en gros, l'huile, tu n'avais pas le droit de noter que c'était de l'huile buccale. Tu peux juste expliquer ce que tu as fait, justement ce que c'était Flower Power? Ouais. Non, mais juste histoire qu'on Ok, Flower Power, j'ai lancé une des premières marques de CBD pour animaux. Oui. J'en donnais à mon chien, donc je suis pas surpris, moi. Voilà. Quel était ouais, c'est quoi la raison derrière? C'est intéressant. L'élément déclencheur. Ouais. Je fais partie d'une communauté aux États-Unis qui s'appelle Women in Cannabis. Donc évidemment, aux États-Unis, tu dis que nous, on était un peu avant-gardistes, mais là-bas, c'était genre vraiment 10 ans d'avance. Et j'ai commencé à avoir 2-3 marques pour animaux. Et puis je me suis dit, c'est intéressant et tout. Bref, je laisse mon chien chez mes parents. Mon chien tombe dans les escaliers. Et pendant que j'étais en vacances. Et la vétérinaire que je ne connais pas, qui habite à côté de chez mes parents, elle dit à ma mère, mais il faudrait essayer de lui donner du CBD pendant 1 semaine pour voir si sa jambe, ça va mieux. Et sinon, on refait des radios et tout. Ma mère, elle a du CBD. Du coup, elle savait ce que c'était vu que je bossais dedans. Et elle lui donne du CBD, je rentre de vacances et je hurle sur ma mère en disant, mais c'est pas possible, tu lui as pas donné ce CBD. Il y a que de la merde dedans, en fait. Parce que moi, je sais lire. Les trucs que personne ne sait lire. Que les gens ne comprennent pas. Ouais. Donc je retourne chez la vet, mais par pure... juste pour avoir une conversation avec elle,
pour apprendre plus sur le CBD pour les animaux. Et ça, c'était fin 2019. On allait vendre Hollywood, mais on n'avait pas encore vendu. Et je savais que j'avais besoin d'un side project. Ça, c'était un peu mon... Je me suis dit, il faudrait que je relance un truc dans le CBD et tout. Puis j'avais vachement de soutien des fondateurs d'Hollywood. Alors du coup, j'ai lancé cette marque d'huile pour animaux, en broad spectrum. Donc où en fait, tu enlèves tout le THC. Donc c'est vraiment que du CBD. Et... attends, broad spectrum. Ouais, c'est ça. Si je me plante avec les termes, là, je fais full... là, et, je vais me faire hurler dessus. Non, c'est ça. Ça fait longtemps. Je suis enceinte, pregnancy brain. Et bref, et j'ai lancé ça et en plein Covid. Donc en gros, j'ai commencé à bosser sur la marque janvier 2020. J'ai commandé mes premiers packaging pour en fin février 2020. Les packaging sont arrivés fin septembre 2020. Ouais. Petit Covid... Entre deux. Enfin, le vrai confinement. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé d'autres solutions. J'ai fait des préventes sur des plateformes. Ensuite, j'ai eu un stand chez Animal Expo, le plus grand truc d'animaux en France. Et ça a relayé hyper vite. Enfin, ça, c'était top au niveau de la stratégie parce que justement, je suis partie en France avant la Suisse, juste pour créer un buzz. Et puis, les résultats, je suis passée sur Enquête exclusive, Quotidien... toutes ces émissions-là en mode du CBD, mais du CBD pour animaux. Goût saumon. Donc voilà, on a encore choqué les gens. C'est vrai, en plus, c'est pas une blague. C'est vrai, c'est oui, pour les chats, goût saumon. Et je travaillais avec une marque d'huile de saumon pressée à froid. Donc tu vois, genre super healthy. Ah, j'ai vraiment cru que c'était une blague quand t'as dit ça. Non. Okay. Non, ça adoucit le poil, c'est bien pour les... Puis c'est bon. L'oméga 3, enfin, ils adorent ça. Donc non, ça c'était top, ça a hyper bien marché. Jusqu'au moment où je me suis retrouvée un peu face au mur, je devais rechanger tous mes packaging. J'avais un problème de marge aussi, parce que le CBD coûtait extrêmement cher, surtout en huile. Et en fait, filer 50% de com aux vétérinaires, aux pharmacies et tout, j'étais là, mais en fait, je ne vais pas m'en sortir. Donc j'ai essayé de faire du D2C. Mais quand tu ne peux pas faire de l'acquisition sur des réseaux sociaux, c'est un peu compliqué. Quand tu n'as pas de budget marketing ou même un budget juste pour une arcade au centre des eaux vives pour faire du marketing un peu agressif, c'était compliqué aussi. Et ensuite, les lois, elles recommençaient à rechanger. Et je suis tombée enceinte, à cette période-là aussi. Et j'ai dit, OK, Flower Power, je vais le mettre sur le côté parce qu'en fait, c'est trop d'énergie. Et en fait, j'avais vraiment, comme tu disais, j'avais vraiment peur au niveau des législations, des legal stuff, de me faire... j'ai pas envie de me dire de me faire choper, parce que c'est pas non plus que je suis en train de vendre de la drogue ni quoi que ce soit. Everything was clean, légal, je bossais avec un labo incroyable suisse. Mais je me suis dit, j'ai pas les reins solo. Donc si je prenais des investisseurs et tout, mais vu qu'on était en pleine vente Hollywood, ça c'était un peu compliqué. Du coup, je suis là, non, je prends les investisseurs là tout de suite. Donc voilà. Intéressant. Ouais. Et donc, tu as fait ça en parallèle d'Hollywood, si je comprends bien. Sur la fin d'Hollywood. Sur la fin d'Hollywood, donc tu as commencé avec Hollywood. Hollywood a fait une grosse ascension. Et après, tu as dit vous avez vendu Hollywood. Tu as un peu arrêté Flower Power en même temps. Plus ou moins tout s'est arrêté en même temps. Ouais, en fait, Hollywood, on était en grosse ascension. Oui. On a eu l'ouverture de la boutique en janvier 2020 et on a vendu janvier 2020 aussi la marque. Ouais, juste avant le Covid en fait. Okay. Et c'est là où j'ai lancé Flower Power. Et c'est 1 an après où j'ai arrêté. D'accord. Ouais, j'ai fait 1 an de... déjà, j'avais pas énormément de boulot à cause du Covid. J'avais plus vraiment de mandat à côté parce que c'était le premier confinement. Et j'avais quelques mandats de consulting pour des marques canadiennes et américaines, mais rien d'incroyable. Je me suis dit, je vais lancer, ça sera Flower Power. Mais après, le Covid a duré beaucoup plus longtemps, les législations ont changé. Je repartirai dans un truc un peu légal, quoi. Ouais. Donc, voilà. Petit flashback. T'es moitié australienne. Tu as vécu en Australie, tu as travaillé en Australie. On reviendra peut-être après entre la différence entre l'Australie et la Suisse dans plein de domaines, mais principalement l'entrepreneuriat ou autre. Tu as bossé avec des boîtes
au début de ta carrière, Disney, MTV, etc. Donc des boîtes qui sont assez, je sais pas comment tu peux, alors déjà grande mais assez stylée d'une certaine manière. Qu'est-ce que tu retiens si tu dois distiller ce que tu as sorti de ces boîtes-là, qui t'ont aidé et qui t'ont donné des clés, on va dire, pour tes aventures entrepreneuriales, pour bosser sur Hollywood, pour tu vois, faire de Hollywood ce que c'était aussi en termes de com, etc. Qu'est-ce que tu as tiré de ces boîtes-là? Ou peut-être rien du tout, hein, peut-être que c'était ne pas faire ce qu'ils font eux, je sais pas. J'ai tiré tellement de choses. J'en peux tout tirer d'eux. S'il y a vraiment, genre, mes 2 écoles de vie, c'était vraiment, je pense, Disney, une agence de célébrité pour laquelle j'ai bossé qui s'appelait Marks Markson. Lui, mon ancien boss, et MTV. C'est juste d'oser, en fait. Et en fait, du moment où tu oses, ça paraît tellement américain quand je parle comme ça, c'est horrible, j'ai envie de me taper, mais bon. C'est if you don't ask, you don't get. Donc en gros, genre, t'as une idée, do it. Qu'est-ce qui va se passer? It's either it works or it doesn't. Et en tout cas, dans ces 3 sociétés, c'était vraiment ça. MTV, c'était... Bon, MTV, j'étais stagiaire. J'avais l'impression que j'étais genre beaucoup plus que stagiaire, mais en fait, en Australie, c'était une toute petite équipe chez MTV. Donc en gros, j'étais pas la stagiaire qui allait chercher des donuts. Parce que oui, ici, c'est les croissants, là-bas, c'est les donuts. Je faisais un peu tout, en fait. Je faisais autant genre de la logistique de célébrités qui devaient venir sur les shows, parce qu'on avait le show qui s'appelait TRL, comme aux États-Unis. Mais autant, je devais gérer aussi leurs RP, parce que peut-être ils étaient en Australie. La plupart n'étaient pas australiens, parce que l'Australie, c'est pas non plus une usine à célébrités, comme en Suisse. Et du coup, ils avaient un endorsement avec une autre marque. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Alors là, j'ai l'impression de parler comme un dinosaure, mais il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de Facebook. C'était le tout début de Facebook. Mais il n'y avait pas tout ça. Donc, c'était vraiment genre des vrais endorsements pour la télé, pour de l'affichage dans la rue. Enfin, ouais, c'était complètement différent. Et après, c'était la créativité des directeurs et réalisateurs pour justement faire des shows. Et ça, c'était incroyable. De vivre ça si jeune, c'était incroyable. Mais ce que je trouve fou, c'est que quand tu dis... Si tu me dis, par exemple, j'ai bossé dans une start-up et justement, on te dit, bah en fait, il faut oser, il faut faire les trucs, je comprends. Mais je trouve assez chelou que ce soit dans des boîtes comme Disney, par exemple, où c'est quand même très corpo, où tu te dis, bah en fait, ouais, est-ce qu'ils ont cette mentalité, tu vois? Est-ce qu'ils ont cette mentalité de, bah en fait, il faut faire les choses, il faut essayer? Est-ce que c'est parce que, tu vois, tu prends une corpo traditionnelle, j'ai l'impression que ça va plutôt être l'inverse. Alors non. Alors Disney, c'est méga corpo. Ok. Mais quand je te dis méga corpo, c'est plus que corpo, c'est l'armée. Okay. Mais par contre, ils t'apprennent toujours avec le management d'au-dessus qu'en fait, l'histoire de Disney, et ça tous les films sur Disney, sur himself, vont te dire, en fait, ils voulaient toujours aller plus loin. Et en fait, quand tu travailles, en fait, tu mets juste ton... Comment tu dis? Ton grain de sel? Non, la pierre à ton... L'édifice. Ça. Exactement ça. Tu mets la pierre à l'édifice. Tu mets ta pierre à l'édifice, en fait, en faisant travailler un peu ce truc. Mais en fait, à chaque fois, Disney, no matter what they do, ils sont toujours genre les premiers, ils dépassent tout le monde tout le temps. Donc ils ont racheté, ESPN aux États-Unis, ça leur appartient, ABC, ça leur appartient. En fait, tout leur appartient. En fait, Disney, c'est genre, ils ont tout. Quand ils ont lancé Disney+, ils ont fait plus de subscribers sur Disney+, que Netflix en 5 ans. Tu vois, genre, donc, ce truc de rêve et d'oser, c'est un peu dans la mentalité de Disney. Après, moi, je l'ai vraiment fait, c'était vraiment l'armée. Je pense que j'appelais mes parents, genre, toutes les semaines en mode, genre, mais en fait, sortez-moi de là. C'est des tarés. En plus, c'était des vrais Américains, parce que je l'ai fait... je vivais entre le campus californien et de Floride. Donc, californien, ça allait. En Floride, c'était l'enfer. Enfin, ils me demandaient si j'allais à l'école sur un kangourou. On m'a demandé si j'allais à l'école à ski aussi. Donc oui, non, mais et puis en plus, c'est des questions sérieuses. Puis t'es un peu là, genre, I don't know, do you ride fat people to school? Like, enfin, je veux dire, si on part dans le stéréotype, autant y aller à 100%. Et du coup, ça, c'était très compliqué. Mais est-ce que tu as quand même sorti, parce que tu parlais de créativité, Disney, oui. Je pense que la raison pour laquelle ils sont aussi forts aussi, c'est par les histoires qu'ils créent et qu'ils racontent. Ouais. Est-ce que tu as aussi beaucoup appris sur ce côté-là? Oui. MTV aussi, pareil, c'est très bold, ils essayent des trucs un peu farfelus qui finalement marchent assez bien. Ouais.
c'est deux... Ça doit être cool de vivre ça un peu. Ouais, et puis c'est deux écoles qui sont hyper différentes. Parce que t'as le côté Disney où leur management, il est hyper créa et ils pensent vachement plus loin. Long terme, if it's sustainable, business-wise, enfin tout ça. Mais ensuite, t'as MTV qui est un peu là, genre, let's just have fun, fuck it. C'est vraiment des rockstars. Enfin, genre, MTV, c'est vraiment l'attitude du rockstar, genre, vas-y, on prend le risque, on verra bien. Ouais. Bah, d'ailleurs, on voit aujourd'hui où sont les deux entreprises. Hein. Ouais, mais après, nous, on sent, notre génération, et je pense qu'on est la dernière génération qui va sentir cette essence de ces deux entreprises. Ouais. Aujourd'hui, MTV, tu le parles à un Gen Z. Personne ne sait qui c'est. Personne ne sait qui c'est. Et les dernières années d'MTV, franchement, c'était pas brillante, quoi. Enfin, c'était pas dingue. Non. Moi, je suis arrivée vraiment sur le début de la fin. Ok. J'aimerais bien... Je crois qu'au fond de moi, c'est plus la fin que le début. Mais on va pas trop le dire, tu vois. Mais c'était pas les années que nous, on a adoré, qui étaient Cribs... Jackass. Jackass. Non, mais c'est drôle quand même de dire que deux entreprises très créatives, sur très domaines très différents, mais ont pris deux parcours extrêmement différents. Et tu mentionnes la culture étant très différente, ça a forcément un impact sur le succès long terme. Ouais. Et Disney, qui est un mastodonte et qui aujourd'hui opère un peu comme une armée, comme tu dis, quelque part, c'est la structure qui fait aussi que l'entreprise elle a continué à vivre et que MTV est morte, je pense. Donc c'est cool d'avoir pu voir ces deux trucs. Je pense qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau de la holding de MTV, Viacom. Pas mal de changements à ce niveau-là. Et puis en fait, les mecs, ils ont complètement loupé le train avec les réseaux sociaux, avec les new trends, avec tout ça. Enfin, ouais. Ils ont fait une Kodak, comme on dit. Ouais. Ah, l'industrie de la musique a énormément changé aussi, ce qui les a pas aidés. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Moi, ça, c'était quelque chose dans lequel j'ai aussi... Enfin, je suis hyper contente de l'avoir vécu. C'est que moi, j'ai bossé dans l'industrie de la musique via justement MTV et mon ancienne agence et d'autres agences où j'ai bossé aux États-Unis et en Australie. C'est qu'il n'y avait pas encore Spotify. Ouais. Donc en fait, toute l'industrie de la musique, genre tous les deals, tous les endorsements avec les labels, enfin tout était tellement différent. Aujourd'hui, les pauvres musiciens, il n'y a plus de thunes en fait. Genre si t'as pas de festival, there's no money. Ouais. If you don't have merch, there's no money. Enfin, c'est un nouveau business, totalement. C'est un nouveau business. Mais après, trop cool, parce qu'après, tu peux avoir des artistes qui se font découvrir grâce aux réseaux sociaux. Enfin, hate to say it, mais genre, Justin Bieber, il a quand même commencé sur YouTube. Angèle, elle a commencé sur Insta. Enfin, les grosses pop stars, elles se sont fait découvrir grâce à ça. Ouais. Mais je suis complètement de la génération des Destiny's Child et que mérite les awards qu'elle n'a pas reçus. Voilà. C'est intéressant parce qu'il y a plein de pour et de contre dans tous les sens. Je pense que l'histoire de Spotify, et je ne sais pas si vous avez vu la série, mais c'est intéressant de voir à quel point l'industrie de musique était réfractaire à ce changement, déjà de par l'argent qu'il y avait dedans et de par la complexité de créer ces plateformes de streaming. Il y a clairement des points négatifs pour les artistes qui ont plus de mal à se rémunérer, mais comme tu dis, ça a un peu démocratisé aussi l'industrie de la musique. Il y a des gens qui peuvent partir de rien et devenir des rockstars, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Non. Avant, c'était Universal qui choisissait je sais pas qui, et c'était ces gens-là que tout le monde écoutait. Et c'est assez dingue quand tu réfléchis typiquement les albums que nos parents ils écoutaient ou dans les années 80, 90, 2000, enfin même nous dans les années 90, 2000. Parce que tes parents, s'ils sont nés dans les années 90. Non, mais si tu regardes, alors 70, 60, 70, 80 même, au final, ils écoutaient quoi? Peut-être 40 artistes à tout casser. Il n'y en avait pas tant que ça. Ouais, il n'y en avait pas tant que ça. Mais par contre, moi, ce qui m'hallucine toujours, c'est que moi, j'adore regarder les vieux... Enfin, moi, je suis vraiment la vraie MTV. J'adore regarder les clips. J'adore regarder la musique à la télé. Ouais. Et du coup, à la maison, mon fils, qui va avoir 3 ans, se tape... je te jure que c'est vrai. Se tape des concerts de Queen, Live Aid, enfin, genre du Phil Collins, enfin, n'importe qui. Ouais. Vraiment, n'importe qui, mais des concerts. Et pourquoi je vous raconte ça? Oui, parce que typiquement, tu regardes le concert à Wembley du Live Aid avec il y avait Phil Collins, il y avait Queen et many other artists. Quand tu regardes le monde, tu te dis, mais les gars, vous avez réussi à remplir la salle sur Instagram. Bravo. Aujourd'hui, moi, j'ai déjà parlé avec quelques artistes parce que je les ai un peu aidés au niveau du branding et puis des réseaux, enfin de la stratégie digitale. Non, mais en fait, si on ne fait pas sur Instagram, we're never gonna make it. Je dis, mais les gars, pas du tout. Il n'y a pas que Instagram. Il faut en fait se décrocher de méta, en fait. Il y a d'autres stratégies que tu peux faire pour la musique. Comme quoi, par exemple?
Mais je pense qu'il y en a plein. Tu regardes, si tu fais des visus... Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un groupe que je soutiens énormément, qui est un groupe australien qui s'appelle Dope Lamen. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Non. C'est des masters en branding. Parce qu'en fait, ils ont un branding sur eux qui est incroyable. Ils ont du merch qui est incroyable. Ils ont fait un comeback avec les vinyles cartoon. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un vinyle en fait qui tourne. Il y a vraiment un dessin animé. Quand ça tourne, ça te fait un... Ouais, okay. Exactement. Donc ils ont ça, ils ont des pulls. Enfin, ils ont une vraie identité. Et en Australie, comment ils ont fait? Parce que lui, il était déjà assez célèbre parce qu'en fait, c'est Angus de Angus and Julia Stone. Mais lui, il a monté un autre groupe avec ses potes, beaucoup plus grunge, beaucoup plus rock. Et en gros, il voulait pas du tout que son nom soit relié avec sa sœur Julia, parce que c'est vraiment deux styles de musique. Et en gros, ils ont fait des QR codes qu'ils ont tapissés partout. Comme notre artiste local qui s'appelle Rilsi. Ouais. Bah, Too Shy to Rap, je sais pas si tu peux aller dans une rue sans voir l'autocollant. Non, c'est clair. On est d'accord. Donc, il y a des musiciens, ils peuvent faire la même chose. En fait, il y a 1000 petites stratégies à faire. Mais comme vous l'avez fait sur Leeweed, entre guillemets, vous n'avez pas utilisé forcément les réseaux. Enfin, vous les avez pas utilisés à leur plein potentiel de par la législation, etc. Pour finir, oui, tu essaies de les utiliser parce que ça peut être un plus, mais c'est pas que ça qui fait que. En fait, on savait que les risques étaient énormes et qu'on voulait pas dépenser ni du temps, enfin, c'est pas de l'argent, c'est vraiment plus du temps. On voulait pas dépenser de temps sur Insta. Alors, on faisait des jolis visus, machin, qu'on utilisait pour le site. Pour le packaging, pour certains flyers et tout, qu'on réutilisait pour les réseaux. Mais en effet, nous, on était beaucoup plus street marketing. Là, il y a un mec en Australie, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, évidemment, je suis pas mal de comptes australiens. Mais lui, typiquement, il fume de la weed, beaucoup de weed, je crois. Et en fait, pendant ses concerts dans la rue, il donne free... Parce qu'en fait, il y a un joke. Weed is broccoli. Dried broccoli, c'est genre de la weed à rouler. Ouais. Et en fait, il donne des brocolis. Donc en fait, le type, il arrive dans la rue en Australie, au bord de la plage, avec son micro, sa guitare et tout. Et en fait, il a genre plein de brocolis autour de lui. En fait, ça fait parler de lui. Parce qu'en fait, il parle de weed dans sa musique et il donne des brocolis. Donc en fait, c'est complètement... Ouais, ça c'est intéressant, parce que c'est vraiment ces stratégies de branding qui sont un peu comment tu fais de la viralité, comment tu fais du buzz. C'est de cette créativité... Bah, toi, ça a l'air d'être pas mal en toi, de manière générale. Je pense que tu as appris aussi avec Disney, avec MTV, peut-être un peu ces trucs-là. Et aujourd'hui, il y a peut-être trop de gens qui se focalisent sur les stratégies un peu traditionnelles de faut créer du contenu, faut que ce soit intéressant, etc. Mais il y a peut-être des fois où c'est intéressant d'arriver un peu avec ces trucs qui sortent un peu qui sont out of the box pour promouvoir sa marque ou sa musique ou autre, d'ailleurs. Ouais, moi j'ai adoré. Moi, justement, cette agence dans laquelle j'ai bossé en Australie, le boss m'a tout de suite fait confiance parce que j'étais... il m'appelait Frenchie parce que je parlais français. Et, très original. Ouais, grave. Original. Et puis du coup, et un de leurs gros clients, c'était Perrier à l'époque. Et il m'a dit, on doit faire un truc guérilla marketing avec Perrier. Est-ce que tu peux nous aider? J'étais là, oui, vous voulez faire quoi? Il m'a dit, on doit faire du buzz. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, je redis, parce que c'est important. Et je dis, ouais, bien sûr. Puis moi, évidemment, genre 18 ans, je venais d'arriver en Australie. Donc, à Genève, j'avais pas l'habitude de voir des mecs à torse nu aussi souvent qu'en Australie. Et puis c'est pas le même calibre non plus, hein. Et du coup, je les voyais tout le temps en Australie, genre torse nu à la plage et tout. J'habitais à la plage. Et puis j'ai dit, ouais, mais grave, on pourrait faire un truc un peu French look. Mais les mecs torse nu, je pense qu'aujourd'hui, ça passerait pas avec le woke et tout ça. Mais bon, bref, les mecs torse nu, avec un plateau et des Perrier, puis on les fait déguster genre à Sydney Opera House, parce que c'est hyper, je sais pas dit le mot Instagrammable, ça n'existait pas. Hyper beau et on peut prendre des photos. Et il était là, ah bah vas-y, go. Et j'étais là, ok, so where do you start? Il était là, bah, je sais pas, trouve des Français. Il faut qu'il y ait un accent français, donc va trouver. Donc avec ma meilleure amie, on s'est fait... un défilé de mecs à moitié à Walp. Non mais je te jure, 2 semaines où on est sortis en boîte, on allait rencontrer tous les Français. On était là, genre, hey, tu veux pas gagner genre 300 balles pour une journée tu vas faire un faux serveur, torse nu... à Sydney Opera House, ils étaient là, ouais. Et ensuite, on les a pris au bureau, on a dû tous les caster, bonjour, t-shirts off, best job ever. C'est trop bien. C'est un peu comme Abercrombie, finalement. Mais aussi fait c'était exactement comme Abercrombie. Ouais. Je sais pas s'ils le font toujours aujourd'hui. Non. Il y a eu un Netflix, un documentaire sur Netflix. Ouais, Megabuzz. Ça a tellement mal fini. Ouais, non, c'est clair. Après, à l'époque, la marque est devenue grande grâce à ça, et elle est morte à cause de ça, quasiment. Ah non, mais moi je me rappelle encore quand j'allais à New York, même quand j'allais à New York avec mes parents, je devais avoir 13-14 ans.
Abercrombie et Hollister. Ouais, Déjà, t'arrivais dans la boutique, ça sentait genre... Maintenant, t'as une Parfum. migraine. Maintenant, tu deviens vieux, t'as une migraine. T'as une migraine pendant 3 jours maintenant. It smells like a man. En fait, pas du tout. C'était horrible. C'est horrible cette odeur. Ça sent la salle de foot d'enfant de 15 ans maintenant. Mais bon, c'est pas grave. Et ouais, puis moi, je prenais ma photo, ma selfie avec ces types, genre. Et c'était ma mère qui prenait une photo, quoi. Avec mon petit Nikon rose, tu sais, parce qu'on n'avait pas d'iPhone. Donc ouais, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, je pense que c'est vraiment cette agence qui m'a dit, genre, vas-y, en fait, go all out, quoi. On doit faire du buzz. Parce que lui, mon ancien boss, Max, il avait un motto. Et son motto, c'était no publicity is bad publicity. Point bas. Donc, fais ce que tu veux. Et en gros, on a fait ce qu'on voulait, quoi. Donc ça, c'était chambé. On a bossé avec Paris Hilton. On a fait venir Paris Hilton pour une bière australienne qui s'appelle Pure Blonde. Là, tu veux parler de stéréotypes et de je sais plus comment on appelle ça. Le cliché. Le cliché. En gros, Pure Blonde, ils étaient là, on aimerait faire une grosse campagne et tout. On était là, on te ramène Paris Hilton. Ah ouais, trop bien. Ah vas-y, on te ramène Paris Hilton. On a ramené Paris Hilton pour faire une New Year's Eve party à Bondi Icebergs. Donc le resto un peu sympa en Australie, boîte de nuit, enfin bar. Et là, tout le cliché, quoi. Paris Hilton, en toute petite tenue, en train de tenir des bières de tous les côtés, avec plein de mecs. Ça passe pas aujourd'hui. Mais c'était très fun. Ça, c'était des contrats hyper cool à bosser. Ouais, c'est drôle, ça a l'air marrant. Donc, tu vois, quand je suis rentrée en Suisse et que j'ai bossé chez Bucherer en RP, j'étais un peu là, genre... C'est pas la même... choc. Ouais, donc tu rentres c'est là où je voulais... Tu rentres d'Australie, tu te retrouves chez Bucherer, donc pas le même... Ouais, et purement par accident. Pas la même ambiance, on va dire ça comme ça. Et à un moment donné, tu décides qu'est-ce qui a fait le déclic à un moment donné de te mettre à ton compte, de partir un peu dans cette... dans l'aventure entrepreneuriale, on va dire ça. Je suis partie en Australie, j'avais 17 ans. Donc moi, j'avais jamais voyagé comme vous, les Européens, faire Barcelone, machin, avec des copains et tout. Moi, j'avais jamais vécu ça. Parce que je suis partie si tôt en Australie. Quand je suis rentrée, j'ai rompu avec mon ex en Australie, je suis rentrée et j'ai vécu mon premier été européen. Avec mes copines, on était toutes jeunes, relativement célibataires et tout. Relativement. Oui, enfin, on n'était pas genre mariés. Je ne veux pas savoir. Quoi, tu vois. Et du coup, j'étais là, mais c'est trop cool. Burnt all of my money. Mais genre, all of it. Mes parents, c'était là, genre, work. Et tu peux repartir. Et tu peux repartir. Et du coup, j'étais là, ok, fine, je rentre en Suisse, je vais économiser de l'argent, je veux pas rencontrer de mec. Nanana. Bam. Je rencontre ce type à Nouvel An, hyper sympa. Voilà. Still here today. Donc pourquoi j'ai bossé chez Bucherer? Parce que le salaire était incroyable pour moi, australienne, qui avait jamais... Enfin, tu vois, genre, c'était un salaire suisse, quoi. Je suis là, pouf, dingue. Et du coup, je suis restée bloquée. Après 2 ans, en fait, j'ai eu Sophie Dubuis. Donc Sophie Dubuis, qui était présidente de Genève Tourisme, qui avait repris la direction. Et qui m'a dit, Kelly, je crois que vous êtes beaucoup trop créative et trop jeune pour être ici. Vous voulez pas faire quelque chose de plus fun qui corresponde à votre CV? Et je suis repartie en Australie pour des longues vacances. Et je suis revenue, j'ai posé ma dame et elle m'a dit, je vous soutiens à 100% parce que vous avez vraiment tellement de choses à offrir en termes de créativité que ici vous allez juste vous renfermer, quoi. Et du coup, je remercie Sophie Dubuis tous les jours, parce que c'est grâce à Sophie Dubuis que je me suis lancée. C'est elle qui t'a un peu poussé... Ouais. Qui t'a poussé par la porte, mais dans le bon sens, quoi. Elle t'a ouvert la porte. Et qui m'a ouvert la porte, et puis qui m'a un peu rassurée, en mode genre, vous êtes jeune. Ça va aller. Puis si vous n'avez pas de mandat, vous pouvez toujours retrouver un job. Puis là, ouais, en fait. Ou repartir en Australie. J'attends toujours de repartir en Australie, mais... C'est une belle histoire quand même. Je pense qu'il faut encourager aussi ce genre de personnes à donner ce genre de conseils à des jeunes s'ils pensent qu'ils ne sont pas à leur place, etc. Parce que... Alors moi, je ne me suis jamais sentie à ma place en Suisse. À l'école. Surtout à l'école. À l'école, on ne te laisse pas rêver en Suisse. Non, c'est vrai. On ne te laisse pas rêver. Et moi, c'est quelque chose où j'en ai vachement souffert parce que je viens de 2 parents entrepreneurs. Un père australien, je n'ai pas envie de dire hippie parce qu'il n'est pas du tout hippie, mais dans sa manière d'être, il a un peu... Il aurait pu être un des boss chez Disney ou chez MTV, genre just do it, see what happens. Enfin, tu vois, genre toujours dans ce truc-là. Ma mère un peu moins, mais ma mère c'est une créa. Donc ma mère est décoratrice d'intérieur et en fait j'ai grandi dans cette famille avec des contacts de... Enfin, mes parents, mon père il avait des contacts improbables, mais genre dans le showbiz, dans machin. Donc on rencontrait des gens qui avaient des métiers improbables mais qui n'habitaient pas en Suisse. Ils habitaient à Londres, à New York, enfin un peu dans les villes un peu plus créatives.
Et en fait, à l'école, depuis toute petite, enfin pas toute petite, parce que j'étais dans une école j'étais à l'école moderne, qui est une école un peu créative. Et là, on m'a toujours soutenue dans ma créativité. Et ensuite, je suis passée en école publique, qui était très compliquée, parce que alors là, t'as pas la place au rêve. Ils te demandent ce que tu veux faire quand t'es plus grand, tu leur dis, puis ça va être compliqué. Tout de suite, c'est genre, ça va... C'est comme, on a un pote là, le fils d'un pote, qui est passionné de mécanique et qui veut être mécanicien. Mais à l'école, on lui dit jamais, peut-être un jour tu peux bosser sur la F1. Attends, on va lui dire, peut-être un jour tu pourras bosser... Je dis pas que c'est mauvais de bosser dans un garage au fin fond je sais pas, de Vesna, de Honnef, n'importe où. Mais on donne pas cette option d'aller plus loin. Et j'ai le filleul de ma mère qui a fumé pas mal de bêtes, qui n'a jamais été hyper fort à l'école, qui était passionné de jeux vidéo, mais passionné de musique, de rap. Aujourd'hui, il a sa boîte de production à Berlin et il fait de la musique pour les jeux vidéo. Voilà. Mais il a dû partir à Berlin pour justement avoir ce déclic. Ouais, je pense pas que la Suisse pour soi soit le meilleur endroit pour ça. On n'est pas non plus. C'est pas notre manière de penser. C'est pas. Non. Ça va être ça. Je sais même pas si ça arrivera un jour. Hein. Je sais pas si un jour on arrivera à changer l'éducation pour que on puisse inculquer ce genre de vision en disant mais tu peux faire. Non, je pense qu'aujourd'hui c'est aux parents de montrer. Après, on a accès à pas mal de choses aujourd'hui. On a accès à des podcasts, on a accès à des vidéos, on a accès à. Enfin, même il y a certains influenceurs que j'aime pas particulièrement leur contenu, mais j'aime bien leur mentalité. Ouais, là il y en a eu, comment il s'appelle ? Inox Tag. Ouais. Tu vois, typiquement, je trouve hyper intéressant. Enfin là, j'ai regardé son documentaire. Lui, je le suis de loin par rapport à mon job en fait, de suivre un peu les gros influenceurs. Mais je trouve son message, il est hyper juste, il est hyper touchant, et je pense qu'il inspire énormément d'enfants, d'ados, et je pense que c'est important, comme Lena Situation, qui est, je crois maintenant, elle est numéro 1 fashion influencer worldwide. Et elle est naturelle, elle est authentique, et je pense qu'elle pousse aussi son audience à les inspirer, quoi. Et comment tu compares l'éducation et la mentalité suisse à l'éducation et la mentalité australienne ? Alors, il y a plein de choses différentes. À l'école en Australie, on fait tous plus ou moins le même parcours. On n'est pas discriminé à 13-14 ans. Aujourd'hui, je crois qu'avec le nouveau système, à 13-14 ans, t'es en... J'ai entendu dire de copines, mais t'es en R1, R2, enfin, ils te mettent dans des... Ici en Suisse, tu dis ? Ouais, à l'école, aussi. Je sais pas. Bon, ils le faisaient déjà à l'époque, il y avait ABC. Ah oui, non, mais il y avait comment tu devais prendre latin, économie, j'en sais rien. Puis t'as 12 après, ans, puis on te demande non, de mais choisir. en cycle, t'avais le système de, en gros, A, t'allais au collège, B, t'allais en école de com, C, tu faisais un apprentissage. Grosso modo, je schématise, voilà. Mais c'était à peu près ça. Et en gros, l'apprentissage, c'était hyper mal vu à l'époque. Aujourd'hui, je crois que... Non, aujourd'hui, c'est plutôt bien vu. Je pense que ça a toujours été assez bien vu, mais t'es quand même catégorisé intellectuellement par la société. Ouais, voilà. Plus ou moins. Et le CG, c'était pareil, c'était un peu... Enfin, moi, je sais pas pourquoi, mais... Surtout que moi, mes parents, ils s'en foutaient de ça. Enfin, moi, mes parents m'ont toujours dit, genre, fais quelque chose que tu te lèves le matin et que t'es contente de faire. Point barre. You earn money, no money, enfin... C'est de subvenir quand même à tes besoins. C'est mieux avec money, mais... mais dans le sens où c'est pas un truc just for the money. Parce que moi, j'ai plein de copines qui sont parties just for the money. Aujourd'hui, 35-40 ans, elles deviennent coach de vie. En fait, elles ont plus du tout envie d'être... avocates de haute pointure ou dans la banque et tout ça. Avant, elles étaient vraiment chasing the money. Maintenant, elles font plus du truc qui font du sens pour elles. J'en connais tellement des comme ça aussi. Ouais, qui ont fait des études d'avocat, qui ont fait le barreau et tout, elles se sont cassées le cul pendant 10 ans. Après, puis au final, elles font 1 an, puis elles font en fait non, je vais faire complètement autre chose. Ouais, c'est ça. C'est assez fou. Hein. C'est ça. Et moi, mes parents m'ont toujours dit non, fais juste un truc qui tu te lèves le matin, t'es contente. Ouais. Et après, je reste dans cette mentalité où n'importe quoi que tu fais, if you do it well, you can always grow. Mm-hmm. Tu vois, genre, enfin, n'importe quel business en fait. Tu peux toujours. Tu peux en faire quelque chose de très gros et faire beaucoup d'argent avec, même dans des trucs où tu te dis, mais en fait, mais bien c'est sûr. pas possible. Ouais. Je suis d'accord. Et on voit de plus en plus. En plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, pour moi, c'est aussi le truc positif. Il y a plein de côtés négatifs aux réseaux sociaux, mais c'est le côté positif. C'est aussi ce truc de. T'as des mecs maintenant qui font, je sais pas moi, les mecs qui sont passionnés de couteaux. Mais oui. Ils font, comment t'appelles ça, le forgeron, je sais pas comment t'appelles. Ouais. Et ils font des couteaux de ouf, et les mecs, ils les vendent, et ils font plein de cash. Et ils ont juste. Avant, c'était quasi impossible, en fait. Avant, t'étais obligé de faire un job.
Et maintenant, tu peux aller chercher les gens qui vont adorer ce que tu fais. Bien sûr, mais tu as des mecs qui peuvent faire des hameçons pour la pêche. Et genre, il va réussir à trouver son audience et c'est une niche et il peut vivre de ça et même bien vivre de ça, etc. Et ça, c'était impossible avant. Ça, c'est assez cool. Mais ça, c'est sûr, vraiment moi, le côté je vois positif. aujourd'hui mon mec, il bosse en marketing du sport, il a bossé pour des grosses marques et tout. Mais il a une passion dans la vie, le sport extrême. Et son autre grande passion, c'est la cuisine. Puis quand il voit ses influenceurs, enfin tous les mecs qui suit, qui sont pas cuisiniers, hein, mais qui sont influenceurs et qui vivent leur best life parce qu'ils font des collabs avec des marques de couteaux, des marques de poêles, des marques de je sais pas quoi, enfin tout ça, ils ont fait un job en fait. Ouais. Et ils sont pas forcément partis sur des filières traditionnelles. Ouais, tu peux faire de l'argent avec autre chose. Quoi. Et ça, je trouve ça hyper cool. Et ça, comme tu dis, c'est le côté hyper positif des réseaux sociaux. Et que ça, moi, je me réjouis d'amener, d'accompagner mon fils dans ce qu'il voudra faire. Que ce soit, ça me ferait un peu chier qu'il devienne fiduciaire, je dois avouer. Mais... Ce serait comptable dans la fiduciaire, la fiduciaire à côté de la maison. T'imagines, maman, regarde, lui, il a influencé en fiscalité. Regarde ce fichier Excel. Wow. Moi, je suis assez geek sur les fichiers Excel. Quand il y a un fichier Excel qui est assez bien fait, j'avoue que ça m'excite un peu. Mais bon. Revenons à nos moutons, mais surtout au moment actuel, ça se dit ? On va dire que oui. En instant T. Instant T, merci. Tu as lancé il y a quelque temps un média qui s'appelle Mamas and Papas Gang, qui s'adresse aux parents. Au bout du rôle. Au bout du rôle. Okay. Les parents au bout du rôle. Pour leur donner des conseils, des choses à faire. Il y a plein de choses dedans. Tu peux nous en parler un peu plus ? Tu as lancé ça quand ? Et où est-ce que tu en es aujourd'hui dans cette nouvelle aventure ? Ouais. Alors, j'ai par accident créé une communauté de parents qui est aujourd'hui une des plus grandes. Par accident. Je me suis encoublé et tac. Ouais, paf. Je me suis mis les pieds gauche. 8000 parents au bout du rôle sur mes réseaux. Non, j'ai accouché en plein Covid pendant 2 semaines confinées. Donc, pas de sage-femme, pas de parents, pas de copines, pas de rien. Donc, j'ai fait un groupe WhatsApp avec mes copines un peu plus calées dans le projet, tu vois, genre pour me filer un coup de main. Et en fait, de fil en aiguille, on est passé genre de 8 copines à 24, à 200, à 600. Aujourd'hui, on est 8000 sur mes groupes WhatsApp. Et du coup, je me suis dit, en fait, mais il y a réellement un truc à faire. Et en fait, la question qui revenait le plus souvent, c'est qu'est-ce qu'il y a à faire à Genève ce week-end ? Je disais, mais c'est pas possible, il n'y a pas un canal qui s'occupe de ça. Et en effet, il y en a plein. Il y a énormément, c'est pour ça que je ne suis pas partie dans cette direction. Mais il y a beaucoup de sites qui promouvoient plein d'événements à Genève et en France voisine. Mais là où, en fait, je me suis rendu compte que peut-être j'avais quelque chose à faire avec cette communauté, c'est leur donner des conseils, mais ce n'est pas des conseils de parentalité, parce que ça, je ne rentre pas dedans. Parce que si quelqu'un me donne un conseil, je les envoie bouler, donc je ne veux pas faire ça. Mais par contre, c'est de trouver des marques sympas, des Airbnb un peu stylés à moins de 2 heures de Genève qui sont kid-friendly et tout. Parce qu'en fait, je fais partie de ces parents que, et je vous jure que c'est vrai, les gens ne me croient pas quand ils ne me connaissent pas personnellement. Depuis que je suis maman, ma vie n'a pas changé en fait. Parce qu'en fait, mon fils, c'est un peu genre comme, c'est horrible, sorry to say that, mais c'est un peu comme mon sac à main. Je le prends en fait. Non mais c'est horrible. Mais je le prends. On va la garder juste. Mon fils, c'est comme mon sac à main. Mon fils, c'est comme mon sac à main. Non mais c'est horrible. Et je le prends partout. Et je l'ai toujours pris partout. Et en fait, je pense que avoir eu une grossesse en plein Covid, je n'étais pas vaccinée parce qu'on vaccinait pas les femmes enceintes. J'avais pas de passe sanitaire. Je pouvais même pas aller en terrasse avec mes copines. Tout le monde était parano. Donc en fait, j'ai vu personne pendant 7 mois. Donc j'ai accouché, j'ai chopé le Covid. Pendant 2 semaines, je te jure, non. Pendant 2 semaines, j'étais confinée à la maison. Le jour où le médecin cantonal là, il m'a dit c'est bon, you're released. J'étais là, yalla, let's go. J'habitais à côté de la rue École Médecine. On était dehors avec la poussette, lui, avec toutes ses doudounes et tout, en train de boire des coups jusqu'à 2h du mat. Et en gros, j'ai vécu ma best life. Donc en fait, moi, mon fils, il était vraiment genre tout le temps avec moi. On l'a amené à des festivals de musique, on lui mettait genre le casque, on protégeait à fond, mais on le prenait quand même avec nous. Pareil en voyage, on est parti en road trip pendant 5 semaines en Grèce sans avoir booké un hôtel. Le jour d'avant, on était un peu là, genre bon, on verra, tu vois. Moi, j'allaitais, donc je suis là, genre open bar, ça c'est bon, il va pas mourir de faim, c'est déjà pas mal. Et puis ensuite, je me suis dit, en fait, c'était fou. Toutes mes copines étaient là, putain, mais en fait, il faut trop que tu écrives un blog et tout. Je suis là, non, je pourrais écrire un blog, mais je ferais volontiers une newsletter. Et j'ai commencé à faire la newsletter, qui a commencé à très bien marcher. Et ensuite, qui marche toujours très bien. Seulement que maintenant, j'ai un problème
informatique, de logistique. Je suis pas vraiment geek. J'aime bien être... je suis assez autodidacte, donc je peux passer 2 heures sur YouTube à comprendre un truc. Mais après, je me dis, fallait que je fasse un autre truc. Donc je zappe et puis je finis pas. Et maintenant, j'ai un gros... Oh, une nouvelle télé. Ouais. Et du coup, maintenant, j'ai un gros problème. C'est j'ai un problème de CRM que je dois résoudre. Et Instagram m'a tué ma page. Ils t'ont dit pourquoi? Ouais. Pourquoi? Vous êtes prêts ou pas? Violation of terms and conditions. Parce qu'en fait, mon groupe, quand je l'ai créé il y a 2 ans et demi, c'était pour mes 8 copines. Il s'appelait Mama Gang. Mais c'était juste un truc genre... j'avais pas marqué groupe de copines de Champel plein palais, tu vois. Genre, j'avais mis Mama Gang. Puis ensuite, j'ai eu pas mal de papas qui voulaient se lancer dessus. Des papas divorcés qui cherchaient des trucs à faire les week-ends ou des idées de biberon, des trucs comme ça. J'étais là, bon, bah, Mama and Papas. En plus, on est dans une mode, il faut être inclusive et tout. Yallah, Mamas and Papas. Et en fait, je me suis rendu compte plus tard que Mamas and Papas, c'est une énorme marque anglaise de genre l'équivalent de autour du bébé. Et je pense que c'est eux qui m'ont dénoncé. Petite page de 5000 followers qui vend rien, parce que je vends rien. Je suis un média, je suis une newsletter. J'envoie juste tous les événements cool qui se passent pour les parents, des événements pour les enfants, mais sympa pour les parents aussi. Donc il n'y a pas le concert d'Henritas. C'est fou quand même. Et donc, mais ils t'ont précisé, donc c'était parce que c'était le choix du nom de la marque? Ils m'ont dit violations of terms and conditions. Ils t'ont pas dit quoi? Non, mais en même temps, j'ai mis en avant des biberons, donc. Après, normalement, après, si tu arrives, c'est toujours galère, hein, mais si tu arrives à rentrer en contact avec le support, etc., généralement, ils peuvent te dire. Mais ils me disent pas. La raison. Pardon. Si tu parles avec eux, des fois, ils peuvent te dire la raison. Après, des fois, ils te la donnent jamais. Bah, moi, ils m'ont donné, ils m'ont juste dit you violated the terms and conditions. Mais tu as mentionné quand même que la grosse partie de ce business-là, c'était le groupe WhatsApp et la newsletter. Est-ce que Instagram, ça a une si grosse importance que ça, au final? Donc, tu t'en fous un peu, en fait. Donc, en fait, je m'en fous réellement. Ouais. Je m'en fous royalement. En fait, je m'en fous. En fait, c'est bizarre, mais en gros, je m'en fous de l'audience. Je m'en fous d'avoir perdu de l'audience, mes 5000 followers, ça, Sur Instagram, donc, ouais. Sur Insta. Ce que j'ai perdu, c'est ma crédibilité auprès des marques avec qui je fais des collaborations. Ah, d'accord. Donc, avant, tu vois, je leur envoyais le lien de WhatsApp, puis ils avaient tout de suite, de Instagram, ils avaient tout de suite un look and feel de qu'est-ce qu'était Mamas and Papa Gang. Donc maintenant, j'ai changé. Maintenant, je pars en full rebranding total. Donc maintenant, le média s'appelle Good Times by the Gang. Et en fait, Good Times, c'est vraiment une newsletter qui part une fois toutes les 2 semaines avec tous les événements kid-friendly, donc des événements pour adultes, donc pour nous, où on peut ramener nos enfants et nous, on peut bien se marrer. Donc typiquement, cet été, j'avais mis en avant le festival Roclette, festival de rock et de raclette dans le Val-de-Bagne. Génial, pas de voiture, les enfants peuvent courir partout. Voilà, donc c'est le genre d'événement que je mets en avant. Après, je mets les concerts de l'OSR pour les enfants aussi, parce que ça c'est hyper cool. Donc il y a pas mal de choses culturelles, mais aussi je mets une idée d'Airbnb à moins de 2 heures de Genève, je mets une idée de marque de vêtements sympa, une idée de livre pour enfants qui est un peu fun et qui change des livres traditionnels et qu'on va se faire manger par le grand méchant loup. Donc voilà. Et aujourd'hui, Good Times, alors là, je vais reprendre d'ici 2 semaines, je pense. Là, Good Times, ça repart vraiment en newsletter. Une fois que j'aurai ficelé mon CRM, mon contenu et tout ça. Et comment tu as fait pour passer de 8 à 8000? Enfin, au début, tu disais que c'était les copines, les machins, mais au bout d'un moment, ça dépasse forcément ton réseau à toi? Non, c'est eux. Je sais pas. Mais parce que si c'était sur des groupes WhatsApp, il y avait forcément. Est-ce que tout le monde était admin et tout le monde pouvait ramener qui il voulait? Il n'y a que moi qui est admin. Ouais. Mais ils se partagent le lien. Et en gros, j'ai segmenté mes groupes WhatsApp. Donc maintenant, j'ai 2 groupes WhatsApp pour Genève. Il y en a un qui est complet depuis 1 an et demi. C'est quoi le maximum? 1024. T'as 1024 personnes sur un groupe WhatsApp? Sur un groupe. Ça doit être l'enfer. D'y penser. Mais en fait, c'est pour ça qu'ils ont fait les communautés maintenant. Ouais. Mais c'est un peu galère à utiliser. Moi, j'ai essayé, c'est un peu galère à utiliser. C'est très merdique, la communauté. Parce que tu reçois pas forcément les notifs quand tu tags quelqu'un. Moi, je trouve, j'ai pas très bien compris comment. Et l'interface, je l'aime pas. Donc moi, je suis encore old school. J'aime bien tout le monde. Enfin,
Il y a eu pas mal de gens qui m'ont demandé de changer en communauté. Je dis non, je préfère partir Mais en tout groupe. le monde peut écrire sur le groupe? Ouais. Ça doit être un bordel sans nom. C'est un bordel sans nom. C'est Bagdad. D'où la newsletter. Ouais, mais non, mais après c'est cool parce que tu vois, genre c'est pas, oui, c'est du conseil, mais c'est vraiment de l'entraide. Donc t'as vraiment des mères qui sont vraiment au bout du roule. 2h du mat, qui est là, genre putain, il arrête pas de tousser. Vous avez pas genre un vieux remède de grand-mère, puis t'en as une qui arrive pas à dormir, qui est potentiellement sur Netflix, qui dit si, tu coupes un oignon, tu lèves un peu le lit avec. Le matelas avec tu mets un linge dessous, tu coupes un oignon, puis tu verras. Puis le lendemain, elle est là, putain, incroyable, ça a marché. Enfin, tu vois, c'est vraiment des trucs d'entraide, c'est pas... Ouais, mais c'est drôle, parce que tu pourrais aller sur Google ou YouTube et poser la même question. Mais je pense le fait d'avoir un groupe WhatsApp, c'est ce truc de proximité. Les enfants, c'est comme... C'est horrible ce que je veux C'est dire. pas la même chose. C'est les deux, vous êtes des parents, gens... moi pas, donc vous connaissez Non, mais peut-être c'est plus des ce gens genre que de tu problème. connais, entre guillemets. Ça veut dire... Enfin, tu les connais pas, hein, mais... Non, mais tu fais partie d'une communauté. Ouais, c'est plus proche déjà. Un groupe WhatsApp, déjà, t'as l'impression que ça va aller plus vite parce que tu mets ça dans un forum, tu dois revenir, tu reçois un email comme quoi. Et ils sont pas hyper rassurants. Tu sais jamais qui c'est qui te répond, alors que le groupe WhatsApp, même si tu sais pas, sur le principe, t'as l'impression que c'est quand même ok, c'est des gens de ma région. T'as l'impression que tu les connais. Ouais, ok. D'accord. T'as un peu plus confiance, quoi. Après, on a aussi le service après-vente des gynécos, des pédiatres. Il y a du bitchage dessus, tu vois. Genre, hey, je cherche un gynéco, prends pas lui, prends elle. Ah ouais, c'est assez drôle après. Bon, voilà, ça reste dans le groupe, tu vois. Ah, c'est drôle ça. Mais ensuite, j'ai segmenté. J'ai un groupe que j'ai appelé Marketplace for Kids. Donc ça, c'est tous les gens qui vendent, je sais pas, un vélo, des baskets, des habits genre de 2 ans à 8 ans. J'ai le truc de baby, donc là, c'est les poussettes, les tire-laits, les porte-bébés, enfin tout ça. J'en ai un pour le home aussi. Parce qu'à tout moment, il y en avait une qui allait me vendre une plante ou une étagère. J'étais un peu là, genre, ok, on va faire un segment home. Et maintenant, j'ai un groupe pour les end of lease, les fin de bail, ou les reprises de bail. Ça cartonne aussi. Évidemment, Genève, compliqué de trouver un appart. Et voilà. Bah, du coup, la question à 1 million, c'est comment tu monétises tout ça, quoi. Ça doit te prendre un sacré temps, quand même. Alors, ça prend un sacré temps. J'ai fait beaucoup de bénévolat sur ce projet. Ouais, j'imagine. Beaucoup. C'est un projet de cœur. Et là, je monétise. J'ai quelques collabs avec des marques. Ouais. L'été dernier, j'ai fait une grosse collab avec Club Med, qui était hyper chouette, Club Med Suisse. Donc, en gros, Club Med est venu vers moi en disant, bah écoute, on a, je sais plus, 700 maillots de bain, tu sais, anti-UV. Ouais. Une super marque française qui s'appelle Canopea. Est-ce que tu veux pas qu'on fasse une collab puis on peut la distribuer à ta communauté? Puis je la mets bien sûr. Alors du coup, on a fait un questionnaire un peu sympa pour la communauté sur comment ils voyageaient. Et donc c'était vraiment genre... c'était la newsletter où on offrait en fait le maillot de bain à chaque personne qui répondait au questionnaire. Et on a envoyé 500 maillots de bain. Donc là, tu as des chiffres aussi à montrer à d'autres potentiels collabs, comme quoi ça marche, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Après, j'ai beaucoup de collabs qui sont en stand-by, que j'ai pas envie de prendre tout de suite, parce que j'ai pas forcément non plus envie de devenir un panneau d'affichage. J'ai vraiment envie de garder un truc assez authentique. J'avais mis en avant une marque de bijoux. En fait, tu peux personnaliser le nom de ton enfant, personnaliser ta bague. Ça avait hyper bien marché. Ça, c'est typiquement des collabs qui sont pas rémunérés, quoi. Mais c'est mes coups de cœur, et puis je veux fidéliser aussi mon audience par mon authenticité et pas juste être un canal d'affichage, quoi. Ouais. Mais après, j'ai quelques marques avec qui là je vais travailler qui sont hyper cool parce que c'est en fait ma communauté devient testeur de produits pour des grandes marques. Et ça, c'est vraiment génial. C'est-à-dire qu'ils sélectionnent 100 profils. En gros, dans ma newsletter, je vais dire, hey, il y a cette marque qui cherche des testeurs. Et en gros, ce n'est pas des testeurs sur le produit final, mais c'est des testeurs qui doivent donner un feedback sur le packaging. C'est super cool, ça. Ouais. C'est une étude de marché. C'est une étude de marché. Mais c'est entre guillemets, un vachement bon business. Parce ça, que c'est hyper smart. Tu vends l'accès à la communauté, le choix des 100 personnes, ensuite le suivi quali. entre ce qui se passe. Là, voilà, les 100 personnes, voilà, chaque mois, il y a un questionnaire qui est envoyé. Enfin, je sais pas le rythme, mais ça, c'est vachement intéressant. Ouais. Et c'est hyper quali. Et j'ai de plus en plus de marques de grosses. Et puis, c'est pas des petites marques, hein.
c'est des grosses marques qui me contactent. Alors, il y en a certaines avec lesquelles je ne travaille pas pour des questions éthiques, qui sont les miennes. Ce qui est bien aussi, ça démontre que tu fais une sélection, quoi. Oui, bien sûr que je fais une sélection, clair. Genre le CBD pour les enfants, le THC pour les enfants, ça je fais pas. Non, THC, non. CBD, par contre, oui. Appelez-moi. Non, il y a des marques, mais après, c'est des marques de jouets, c'est des marques de... Là, on va faire un test sur une marque de poussettes. Donc ça, c'est hyper cool pour des nouveaux parents, tu vois, de recevoir une poussette gratuitement. Et tu dois juste donner du feedback, quoi. Ouais. Donc, sur la facilité du frein. Enfin, c'est des trucs tout cons que pour nous. Mais en fait, les ingénieurs, ils sont tellement derrière qu'ils n'arrivent plus à avoir... non, puis quand tu l'utilises tous les jours, c'est pas la même chose que quand tu l'utilises 3 fois. C'est qu'au bout de 10 fois, tu as un truc qui péclote un peu, tu comprends pas pourquoi, et tu te retrouves face à des problèmes qui sont... que tu n'auras jamais en usine, quoi. Que tu n'auras jamais en usine, auxquels tu n'aurais pas forcément pensé. Et surtout sur des marchés différents. Aujourd'hui... l'industrie de la poussette est complètement différente à Genève que typiquement à Paris, même à Lausanne, tu vois, genre, en fait, il y a plein de choses qui sont différentes. Le sol, enfin, tu vois, à Lausanne, c'est pavé, ça monte, c'est machin, enfin, c'est pas la même chose qu'à Genève. Nous, à Genève, c'est tranquille, hein. Poussette électrique. Ouais. C'est intéressant. Ce côté communauté, parce que c'est souvent très dur à monétiser, justement. Je trouve que tu as trouvé des stratégies assez intéressantes. Ouais, et puis là où je suis assez excitée du projet là, qui arrive, c'est que déjà, je suis déjà maman. Et je vois un peu les problématiques qu'on a face à certaines marques, à certains moyens de communication. Et vu que je faisais beaucoup de com avant dans la weed, là, je pense que je vais prendre un tournant puis commencer à faire de la com pour les marques de famille et d'enfants. Voilà. Parce que nous, on se bat souvent avec Alex sur... C'est un grand débat. Non, on l'a eu une fois, mais il était intense. Il était intense. Non, mais sur justement parce que les newsletters ou les communautés de manière générale, c'est un média qui est assez peu utilisé en Suisse. Et c'est un média, par contre, aux États-Unis, il y a des newsletters qui se vendent à des millions. Et donc le débat, c'était est-ce que... Comme les podcasts. Comme les podcasts, d'ailleurs. Est-ce que ce serait possible de faire croître des médias style newsletter, communauté, groupe WhatsApp ou podcast à un moment... Enfin, je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase. Assez grande, voilà. Est-ce que c'est possible de les arriver à taille assez grande, que ça vaille assez d'argent, on va dire, pour que quelqu'un soit intéressé, qu'un autre groupe média soit intéressé à les racheter. Je pense que ça dépend comment tu construis Alors, il y a 1000 choses, mais dans l'idée, moi, tu me dis, il y a une newsletter de parents, on va dire communauté, parce que la newsletter, c'est peut-être trop petit, mais ça serait possible, mais newsletter de parents, communauté de parents, qui a X, je ne sais pas à combien ça devient intéressant, hein, 30 000 personnes en Suisse, et puis tu as un groupe, je ne sais pas moi, comment il s'appelle, Ringier, Tamedia et compagnie, qui disent, tiens, c'est intéressant, parce que c'est une cible qu'on n'a pas, nous, à travers nos canaux, à travers nos médias, de le rajouter dans leur Media Kit, de racheter le truc pour le rajouter dans le Media Kit, en disant, quand il y a une marque qui veut faire de la pub et qui veut s'adresser aux parents, on a notre média, newsletter, pour moi, c'est tellement logique. Après, ça dépend. Moi, sur ma newsletter aujourd'hui, en fait, quand tu veux t'inscrire sur ma newsletter, tu dois répondre à des questions qui sont un peu intrusives, même très intrusives. Tu dois répondre dans quelle région tu habites, quelle langue tu parles, et quel âge ont tes enfants. La raison pour laquelle je demande l'âge, c'est pas because I want to get data, machin, and sell data. Obviously, I don't. Mais c'est parce que mes newsletters, elles sont personnalisées. Donc, si toi, tu es un nouveau papa, et toi, tu es un papa ton fils, il a 4 ans, vous n'allez pas recevoir le même contenu. Toi, peut-être, tu vas recevoir des idées recettes, si ta copine, elle va recevoir les meilleurs endroits où elle était à Genève, ou comment voyager avec un enfant de moins d'1 an, qu'est-ce qu'il faut pas oublier, très axé pour cette cible-là. Très axé. Ouais. Lui, il va recevoir quelle est la meilleure ferme pour aller faire ton fromage de brebis, tu vois, ou genre des trucs comme ça. Toi, tu t'en fous. Enfin, ton nouveau-né, il va pas aller faire un fromage de brebis dans une ferme. Donc, en fait, c'est pour ça que ma newsletter, elle est très segmentée et intrusive au niveau des questions. Mais par contre, les marques avec lesquelles je travaille, je leur dis toujours, voilà, moi, je peux annoncer, je peux faire une pub avec. Je peux évidemment pas vous donner their data. Mais par contre, sachez que si vous voulez faire une collab sur un segment, ou si vous voulez faire une collab sur 8 segments, donc pour eux, c'est beaucoup plus quali de bosser avec un tout petit média comme le mien que de bosser avec un média.
gratuits distribués dans, je sais pas, 400 endroits à Genève, en print, où en fait, tu n'as aucune trace. Tu sais pas qui va lire ça. Et tu connais pas ton audience. Non, mais surtout de dire les pères qui ont 2 enfants de plus de 4 ans, c'est quand même vachement précis, tu vois. Non, mais je suis d'accord. Si tu arrives à avoir une data assez grande là-dedans, genre ça représente, je sais pas, 500 personnes ou 1000 personnes ou 2000 personnes, ça a quand même vachement de valeur. Ça a plus de valeur. Et puis, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, et ça, c'est mon côté très créa, c'est que je peux aussi couper pas mal de stéréotypes dans la newsletter de parentalité. Parce que typiquement, si quelqu'un devait me décrire, aujourd'hui, c'est comme ça qu'il m'appellerait. Mais tu vois, genre, typiquement, je pourrais faire des newsletters que axés sur les papas, mais qui n'ont rien à voir avec les enfants. Et ça, t'as combien de segments, du coup, grosso modo 8. 8, ok. Parce que Non, j'en ai plus. 8. Non. 8. Ouais. 8. Je pense que c'est extrêmement smart et je pense que c'est très juste de segmenter et d'avoir du coup des newsletters personnalisés. Mais je l'ai pas fait exprès. Je l'ai juste fait parce qu'en fait, je voulais offrir à mon audience du contenu pour personnalisé. Personnalisé. Parce que moi, aujourd'hui, c'est le truc qui m'emmerde le plus, c'est quand je reçois des newsletters où je n'ai rien à faire dans cette newsletter. Et c'est l'erreur que tout le monde fait, en plus. Mais mon argument était aussi de dire, et c'est peut-être pas du tout ce que tu veux, mais est-ce que ça, c'est vendable ? Est-ce qu'un jour, tu as la possibilité de dire, bah voilà, il y a un racheteur, style, tu parlais de Ringé Otamedia, qui vient et qui dit, bah voilà, moi j'aimerais racheter cette communauté-là. On se revoit dans 4 ans ? Bah, exact. Et moi, je suis je suis hyper intéressé à voir ce que ça peut donner, mais on voit justement que ça se vend ailleurs. J'ai pas d'exemple ici, et je crois que c'est même jamais arrivé. Mon argument est que le volume n'est pas suffisamment élevé. Je pense que tu n'arrives pas à aller à un volume suffisamment élevé. Et tu ne remets pas en doute le modèle, tu remets en doute l'audience suisse, etc. Ouais. Ok, d'accord. Déjà... Non, je ne remets pas en doute le modèle. Okay. Et je ne remets pas en doute le modèle en mode, si toi, tu veux en créer quelque chose, c'est cool, tu arrives à 20 000 personnes et que ça arrive à générer du cash, tu arrives à avoir une petite équipe qui bosse là-dessus. Clairement, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Ouais. Ma question, c'est est-ce que c'est vendable ? Et je ne suis pas sûr. Mais bon, c'est peut-être pas important au final. Non, il faudrait trouver des médias niches en Suisse qui se sont vendus. Parce que rien que le fait qu'il y ait 2 langues en Suisse, 3... Ouais, mais c'est pas très niche, quoi. Il parle quand même de plein de choses différentes. Un peu de news, etc. Un truc genre, je sais pas moi, je reprends l'exemple de la pêche, mais j'en sais un média sur la pêche en Suisse, tu vois, ça paraît tout petit. Bon, après, sur la Suisse, moi, ce qui me bloque, entre guillemets, en Suisse, c'est ma partie dans ma newsletter qui est sur les événements. Mais je sais aujourd'hui, parce que quand je lis tous mes trackings du nombre de clics et des liens qui reviennent le plus souvent, c'est toujours cette page de Airtable où je plug tous les événements, en fait. Donc ça, c'est vraiment... Je pense que les gens s'inscrivent pour la newsletter justement pour cette sélection, cette curation d'événements. Mais après, moi, j'aimerais bien partir à l'étranger, en France. Ouais, c'était une question. Je bosse déjà de plus en plus avec la France voisine. Je bosse beaucoup avec la région d'Annecy et du Mont-Blanc. Saint-Gervais-les-Bains, enfin tout ça, là je commence vraiment à bosser avec eux et ça c'est cool. Mais ensuite tu vois, genre si un jour j'aimerais partir, je sais pas, sur des plus grandes villes, alors j'ai pas envie de dire Paris parce que Paris on a quand même beaucoup de médias, mais des plus petites villes, mais des villes un peu sympas. Bon, petit à petit tu peux croître, puis je pense que les problématiques des parents sont partout les mêmes au final, mais sur les événements c'est peut-être plus difficile. Ils sont partout les mêmes. Aujourd'hui je trouve qu'en Suisse, en Europe en général, je trouve la parentalité c'est tout sauf sexy. Je trouve que c'était déjà pas sexy avant que je devienne maman, où c'était là, genre, mais quelle idée de faire un enfant, ta vie, machin. En fait, moi, ça m'éclate, j'ai l'impression d'avoir un petit pote bourré tout le temps. Un sac à main, un sac à main. On va la garder. Je l'adore, non mais j'adore. J'adore mon nouveau sac à main. Et bourré en plus. Je le trimballe partout, mon fils. C'est drôle. Mais c'est vrai que tu verras toujours mon fils avec moi. Alors, pas la semaine, parce qu'il va à la crèche, je bosse, mais le week-end, je le prends partout. Je le prends au Paléo, là, on l'a pris au Caribana, la soirée métal. C'est un peu conceptuel, mais bon, c'est marrant, tu vois. Ouais, tu tiens en haut. C'est bien tout en... Tu lui arrive rien. Tout en écart. Mais non, et en fait, je trouve que, ouais, c'est pas du tout sexy, en fait. Ils t'amènent pas ça d'une manière assez sexy. En fait, c'est super fun. Tu peux méga t'éclater, il y a des trucs trop cool. Et puis, ouais. Donc, voilà. Pour le mot de la fin. Pour le mot de la fin. Exact. On a une dernière question pour toi. Qui est très solennelle. Chaque fois, on prend un ton un peu grave comme ça. Kelly,
Qu'est-ce qu'il faut pour faire une belle vie? Oh, j'en parle presque tous les soirs avec mon mec. Vraiment? Vous voulez vraiment? Toi, ta vision de qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir une belle vie? Déménager au bord de la mer. Et c'est tout, avec mon sac à main. Ouais, Avec tes mes sacs à 12. main. Avec tes sacs à main. Non, qu'est-ce qu'il faut pour une belle vie? Franchement, ça paraît hyper cucu, mais je pense que te lever le matin et kiffer ce que tu fais pendant la journée et puis te coucher le soir. C'était trop cool, ou j'ai complètement merdé ça. J'éviterai de refaire la même connerie demain. Ça, je trouve ça cool. Mais pour moi, la belle vie, ouais. Déménager au bord de la mer. Donc faire ça, faire quelque chose que tu kiffes au bord de la mer. Ouais. Ça, c'est le Là, je dream. suis en train de travailler mon mec au corps pour Non. que potentiellement on déménage en Australie. Parce que c'est cool la Suisse, mais. Mais ça te manque. L'Australie, c'est pas à côté non plus. Hein. Non, c'est qu'avec les kids, je trouve la Suisse, en tant que célibataire et tout, c'était génial parce que tu pars les week-ends, tu fais 1000 trucs. Avec des kids, l'Australie, à part les araignées et puis 2-3 trucs qui peuvent te bouffer. 2-3 trucs qui te mangent, ouais. Mais ouais, c'est trop cool. T'es tout Nouvelle-Zélande. le temps au bord de la plage, t'es tout le temps dehors, enfin, t'es tout le temps C'est pas la même chose. t'es Ouais. tout le temps outdoor, quoi. Ouais, Oui, il pleut c'est parfois, mais pas souvent. Ici, quand il pleut pendant 2 heures, t'es là, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Ok, c'est Top. beau. Et est-ce que aujourd'hui tu te lèves le matin et t'es content de ce que tu fais, t'es excited, t'as tout. Je suis hyper contente. Je t'avoue que je me réjouis que la deuxième grossesse, ça soit fini. Parce que là, les nausées, la fatigue, les migraines, j'en ai marre. Mais sinon, je suis très contente. Ouais. Trop beau. Ouais. Nickel. Bah, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Tip top. Merci beaucoup. Excellent. Top. C'était cool. C'est parti dans